Salut et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse via Estelle. Dans un instant, à 12h25, l'actualité du coin de la rue à l'autre bout du monde, ce sera en compagnie de Stella Ross. Mais tout d'abord, Aude, avec au sommaire, comment faire pour trouver un emploi lorsqu'on a peu de connaissances et de pratiques numériques? Des solutions existent, notamment pour les demandeurs d'emploi. En quoi cela consiste? Qui peut y prétendre? On vous explique tout. Des soins pour tous et pris en charge en totalité, y compris pour des lunettes, des prothèses dentaires ou des aides auditives. On vous dit tout sur le 100% santé. Mais pour commencer, une question. Savez-vous ce qu'est l'électronisme ou l'illettrisme numérique? C'est lorsque l'on ne possède pas les compétences numériques de base, comme par exemple pour envoyer des mails, pour utiliser certains logiciels ou consulter ses comptes en ligne ou ne tout simplement pas être capable de se servir d'Internet. Il y a un chiffre à retenir, c'est 15,4%. 15,4%, c'est le nombre de personnes qui seraient concernées selon l'INSEE. Et à l'ère du numérique, pour ces personnes, c'est naturellement très difficile de trouver un emploi. Alors comment combler ces handicaps? Des dispositifs existent. À qui s'adressent-ils? On vous explique tout avec mes deux premières invitées. Et ces deux premières invitées qui sont en train de prendre place à la table d'Aude sont tout d'abord Alexandra Marchionni, bonjour. Vous êtes responsable équipe à l'agence Pôle emploi Ajaccio. Et à vos côtés, Véronique Legall, bonjour. Bonjour. De EMAO, accélérateur, facilitateur d'inclusion numérique. Véronique Legall, c'est quoi exactement EMAO? Alors, EMAO, nous sommes une association qui œuvrons sur le territoire depuis 2008. Nous sommes spécialisés dans l'inclusion numérique, l'innovation et l'événementiel. En fait, le numérique, il fait partie de notre vie quotidienne aujourd'hui et il s'est invité dans tous les pans de tous les domaines de la société. Et notre objectif, c'est de permettre aux citoyens d'accroître leurs compétences, leur créativité et de se saisir des opportunités qu'il peut offrir. Alors comment? Alors comment concrètement? On met en place des actions sur tout le territoire tout au long de l'année. On a des événements majeurs comme Bastia Ville Digital, Quartier Numérique ou les Digital Factory in Paese, qui sont portés par la collectivité territoriale de Corse et Corsica Fibre. Mais c'est vrai qu'on est aussi dans une transversalité, tant au niveau des publics visés que des actions qu'on peut mettre en œuvre. Donc à ces événements majeurs, mais on fait aussi des journées d'immersion des métiers du numérique, on va en parler, des réunions de prévention sur les bons usages d'Internet à destination des adolescents et aussi à destination des parents, des résidences d'accélération start-up. Voilà. Alors que justement, vous parlez des différents publics. Qui aujourd'hui peut venir à EMAO et bénéficier de toutes ces actions? Ça peut être... Alors par exemple là, nous organisons les journées d'immersion des métiers du numérique. Ça peut être des lycéens qui veulent se former, qui veulent authentifier un désir de formation, des personnes en reconversion professionnelle, des personnes qui ne savent pas bien utiliser les outils numériques. Voilà, vraiment dans une transversalité des publics. Alors effectivement, on va parler en particulier de toutes ces personnes qui sont atteintes de ce que l'on appelle cet illettrisme numérique ou cet électronisme. Vous parlez de journées d'immersion. Comment ça se passe, ces opérations d'immersion? Alors, les journées d'immersion, ce sont des journées d'immersion découvertes des métiers du numérique. Elles répondent à un besoin vraiment d'informations concrètes sur les nouveaux métiers du secteur digital. Alors, les participants vont vraiment appréhender le contour d'un métier avant de se former ou d'entamer une reconversion. Alors, elles sont animées par des intervenants professionnels en activité. Et alors, elles se divisent vraiment, il y a deux grands axes au cours de la journée. Une première journée où l'intervenant parle de l'environnement de son métier, de ses enjeux, de son parcours aussi professionnel qui peut parfois être atypique. Et l'après-midi, par contre, le petit groupe de participants fait des ateliers concrets, pratiques, vraiment s'initier au logiciel utilisé dans le cadre du métier. Voilà. Alexandra Marchionni, quand on parle de digital, de numérique, c'est quel type de métier aujourd'hui? C'est tous les métiers, ça concerne tout le monde. Ne serait-ce que pour postuler à une offre d'emploi, si on ne connaît pas le numérique, ça devient très compliqué. Et ça touche toutes les personnes, du jeune qui se sert du smartphone mais qui n'est pas à l'aise avec l'outil informatique et tous les codes à avoir pour postuler à une offre d'emploi aux personnes seniors. Et c'est vraiment tous les métiers aujourd'hui qui sont concernés par ça. Même une chaîne de restauration rapide avec son logiciel de vente à distance a besoin aussi de personnes qualifiées dans le domaine du numérique. Il faut donc avoir des compétences en la matière. Comment est-ce que vous faites
pour identifier justement les besoins, les handicaps, les manques de ces personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui veulent aussi pouvoir effectuer une reconversion? Alors aujourd'hui c'est très simple, soit l'usager est assez en confiance pour en parler à son conseiller Pôle emploi et donc dans ces cas-là ils engagent une discussion et ils se mettent d'accord sur quel accompagnement adapté aux besoins de la personne on va mettre en œuvre, soit c'est le conseiller au cours du diagnostic et qui remarque des difficultés dans les échanges qu'il peut avoir avec le bénéficiaire, se rend compte qu'il y a une difficulté et pour mesurer cette difficulté, on va utiliser un test qui s'appelle le PIX emploi. Alors, avant de voir c'est quoi le PIX emploi, les gens ont du mal justement à reconnaître qu'ils sont pas, qu'ils ont un rapport difficile, compliqué aujourd'hui avec le numérique. Oui, on le rencontre souvent. On est ouvert au public tous les jours. On a des personnes, des jeunes qui sont là en service civique pour aider les usagers à utiliser nos bornes informatiques et faire les démarches. Et on se rend compte que souvent, sous couvert de j'ai pas mes lunettes ou vous pouvez m'aider, j'ai pas pris les bons papiers. On essaye sous couvert d'une excuse se faire accompagner par quelqu'un alors qu'en fait on est en difficulté et ces difficultés-là sont compliquées pour retrouver un emploi derrière. Ils mettent souvent en place des stratégies de contournement comme c'est le cas pour les personnes qui sont confrontées à de l'illettrisme. Tout à fait. PIX emploi, qu'est-ce que c'est ? Alors, le PIX emploi, c'est un test qui a été adapté pour Pôle emploi, puisqu'on ne connaît plus généralement le test PIX qui est déjà mis en œuvre dans les établissements scolaires. Et pour Pôle emploi, il y a une version adaptée, plus rapide, de 15 à 20 questions qui a été mise en œuvre pour déceler justement les besoins, les premiers besoins en fait, de l'usager, déceler les niveaux. Ça permet, au travers de ces 15 à 20 questions, de proposer à l'usager des ateliers ou des formations adaptées à son niveau. Alors, quelle est justement l'importance aujourd'hui en termes de besoins et de formation numérique, en particulier pour les publics en recherche d'emploi ? Alors, en recherche d'emploi, on va avoir les formations numériques de base, envoyer un mail, comme vous disiez tout à l'heure, mettre une pièce jointe, faire un CV, donc le traitement de texte, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, on va avoir des formations de type agilité numérique, on va partir sur les bases. Et après, pour ceux qui ont besoin d'aller un petit peu plus loin, on a toutes les formations de traitement de texte, de tableur pour certains métiers, ou après, on peut aller jusqu'au développeur si vraiment la personne va s'orienter vers un métier du numérique. Vous travaillez avec des associations comme Emao, par exemple, c'est un travail complémentaire? Alors oui, bien sûr que c'est complémentaire. On a des prestataires qui sont là et qui font des ateliers pour aider les usagers. Il y a les formations donc avec nos centres de formation de la région et effectivement avec les associations, bien sûr, c'est un appui. Est-ce que des ateliers, des formations assez courtes, j'imagine, permettent quand même de combler ces handicaps ? Oui, moi je pense qu'il y a des formations, notamment des formations en ligne, où on peut vraiment cibler des compétences et qui permettent vraiment d'accroître les compétences des personnes, des usagers. Et nous, de notre côté, effectivement, je vous disais, il y a des ateliers avec des prestataires qui sont là pour savoir utiliser Pôle emploi et postuler à une offre, c'est des basiques. Mais il y a aussi, on en parle peu souvent, mais les réseaux sociaux et comment on se montre quand on est en recherche d'emploi. Et on a un atelier spécifique pour ça, valoriser son image sur les réseaux sociaux et qui est très important parce qu'on ne peut pas montrer tout quand on est en recherche d'emploi, donc savoir comment les utiliser à bon escient. Mais même les personnes qui ont peut-être des difficultés avec le numérique peuvent quand même aller sur des formations en ligne, c'est pas contre-intuitif d'une certaine façon ? Alors, ils sont accompagnés. Maintenant, beaucoup de formations en plus sont en mixed learning. Donc, bien sûr qu'on apprend d'abord les bases, mais effectivement, on va partir de l'agilité numérique, comme je vous disais, pour monter en compétences petit à petit. Après, il y a Orange qui fait avec nous aussi des ateliers, justement, sur la base, sur les services classiques, avec la CPAM, qui sont les actes de vie courante. Et après, on monte en compétences au fur et à mesure. Dans une région comme la Corse, quelles sont aujourd'hui les opportunités en termes de métiers en lien avec le numérique ? Même si aujourd'hui l'ensemble de la société et l'ensemble des secteurs sont irrigués par le numérique. Alors on a régulièrement des offres de développeurs. Actuellement on a 5 offres. Alors vous me permettez, je regarde un petit peu pour oublier personne. On a des offres en administrateur réseau, on a des offres de technicien informatique, on a des offres de technicien maintenance réseau sur diverses sociétés et elles sont toutes en CDI temps plein. Donc c'est une réelle opportunité. Aujourd'hui c'est sur l'ensemble du territoire de la Corse ? Là c'est sur le bassin ajaccien, mais c'est sur l'ensemble du territoire de la Corse. Sur Bastia il y a également...
sur tout le territoire, on a des offres dans le numérique. L'ensemble de ces offres, sachez-le, l'ensemble, c'est plus précisément affiché à l'instant à l'écran. Une dernière question avec vous, Véronique Le Gall. Quelles sont les autres actions d'Emao globalement ? Alors nous faisons donc des résidences d'accélération pour les start-up. Nous organisons, donc, comme je le disais tout à l'heure, des réunions de prévention bons usages Internet. Nous faisons des conférences rencontres pour les entrepreneurs. Les quartiers numériques sur Ajaccio, Bastia Vie Digital. Nous faisons aussi une action qui s'appelle Digital Factory in Paese, qui est dans le cadre du développement de la fibre sur le territoire. C'est une action d'inclusion numérique pour les populations dans les villages qui vont maintenant avoir la fibre et qui, donc, ce sont des ateliers qui peuvent être créatifs, mais aussi d'éducation aux médias, des ateliers fake news, pour permettre accompagner les populations. Et de développer cette culture autour du digital et du numérique. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairé sur cette question de l'électronisme, ou appelé aussi illettrisme numérique. Voyons maintenant comment rendre les soins accessibles à tous, y compris aux plus démunis. Des dispositifs existent, même pour des lunettes, des prothèses dentaires ou encore des aides auditives. Quels sont ces dispositifs? On vous répond tout de suite avec mon prochain invité. Et pour vous répondre, c'est Julien Amrain. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes responsable du pôle Solidarité à la CPAM de Corse du Sud, Caisse primaire d'assurance maladie. Julien, vous nous parlez aujourd'hui du 100% santé. De quoi s'agit-il? Alors 100% santé, c'est une expression qui peut être un petit peu impropre, mais en fait ça concerne un ensemble de soins, donc vous l'avez évoqué, auditifs, optiques, dentaires, pour lesquels une prise en charge totale va être proposée aux bénéficiaires. Quand on dit 100% santé, c'est 100% tout compris, c'est-à-dire par assurance maladie, mais par complémentaire. Ce qui veut dire que le premier prérequis, je dirais, la première condition pour pouvoir bénéficier du 100% santé, c'est d'avoir soi-même une complémentaire santé. Peu importe le modèle, mais en tout cas, c'est une mutuelle responsable et par CPM qui, cumulés, font un 100% santé. Alors, pour obtenir ce 100% santé, et en particulier pour les personnes les plus démunies, ça voudrait dire donc qu'il faudrait avoir souscrit la complémentaire solidarité dont on a parlé il y a quelques semaines. Tout à fait, puisqu'en fait, dans le panier de soins qui est proposé par la complémentaire santé solidaire, figurent des prises en charge à 100% pour des traitements qui peuvent être des soins dentaires, des soins optiques ou des appareils auditifs. Donc en fait, pour les personnes les plus démunies, le professionnel ou le fournisseur, selon le cas de figure, est tenu en fait de faire une proposition rentrant dans le cadre du 100% santé. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que ce sont des personnes qui sont soumises, enfin en tout cas ce 100% dans ce cadre précis, à des barèmes ou est établi en fonction de ressources? Alors il y a deux critères, c'est-à-dire que pour la complémentaire santé solidaire, effectivement c'est une mutuelle qui est indexée sur un barème de ressources. Pour une personne seule, on est à 1 080 € par mois à peu près de revenus. On a un simulateur qui est disponible en ligne sur le compte Amélie, on parlait d'électronisme avant, mais aussi en accueil auprès de nos conseillers. Et ensuite, pour la population qui va être juste au-dessus en fait, de ces effets de seuil, soit si elles sont en situation d'emploi, elles vont bénéficier de leur mutuelle d'entreprise, ou si elles sont en inactivité ou en transition, elles peuvent tout à fait aussi nous solliciter pour une aide financière à la cotisation mutuelle, puisqu'on peut, au niveau de l'action sociale, promouvoir jusqu'à 6 mois, prendre en charge jusqu'à 6 mois de cotisation mutuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes seraient hors des clous en quelque sorte et ne bénéficieraient pas de ces 100% santé sur des lunettes, des prothèses ou des aides auditives? Alors c'est assez difficile à quantifier, mais on peut quand même estimer à au moins au bas mot 10% de la population, dans la mesure où effectivement il y a cette barrière à l'entrée du fait d'avoir une complémentaire santé ou pas, mais il y a également une dimension qui va être plus liée au rapport que la personne va avoir avec son professionnel. Parce que très souvent il peut arriver que par sécurité, ou parce que la personne aura été conseillée dans ce cadre-là, elle puisse opter pour un choix qui ne rentre pas en fait dans le 100% santé. C'est-à-dire que les prises en charge sont limitatives. Que ce soit pour le dentaire, pour l'auditif et pour l'optique, ça peut correspondre à une correction à un panel de soins particulier. Ce qui fait que si, pour une raison médicale ou parce que votre fournisseur vous a plutôt aiguillé sur une offre hors 100% santé, il est possible que vous ne puissiez pas en bénéficier. Est-ce que ça signifie que parfois il y aurait aussi un accès à des soins différenciés
de moins bonne qualité? Alors, il y a eu une tentative quand même d'uniformiser le plus possible les paniers 100% santé. C'est-à-dire que notamment sur le dentaire, ça couvre un panel qui est quand même assez large de prestations. Ça peut être du zircone, de la résine, donc des matériaux qui sont plus durables. Mais en tout cas, en termes de qualité des soins, malheureusement, toutes les situations, tous les particularismes, je dirais, médicaux ne sont pas forcément pris en compte par les paniers 100% santé. Mais si on se place d'un point de vue moyen, ça couvre quand même la plupart des corrections ou des pathologies possibles sur les 3 prestations. On l'avait un petit peu évoqué rapidement la dernière fois, l'importance du médecin traitant dans le cadre des ALD, les affections longue durée. Pour quelle raison c'est important de bien avoir déclaré son médecin traitant? Tout à fait. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison financière, parce que même si, là aussi, ça peut être un petit peu confusant, je dirais, puisque souvent, quand on entend affection longue durée, on entend prise en charge à 100%. C'est vrai, mais partiellement vrai. C'est-à-dire, c'est vrai pour les soins qui vont être en rapport avec cette pathologie. Donc, il peut arriver que pour des consultations plutôt banales, je dirais, du médecin généraliste, on ne soit pas pris en charge à 100%, même si on est en ALD. Donc, la première raison, elle va être financière. La deuxième raison d'accessibilité, je dirais, au médecin traitant, elle est davantage liée au suivi médical. Dans la mesure où les gens en ALD ont davantage besoin d'ordonnances et qu'un suivi par le même professionnel garantit une qualité médicale, je dirais, meilleure. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Julien Amrein. Un mot encore pour une info. Ce soir, un très beau concert à l'église Saint-Roch d'Ajaccio. Les chanteurs du Chœur des Hommes de Sartène donnent une représentation au profit de la CLÉ, la coordination de lutte contre la précarité. Le concert débute à 19h30. L'ensemble des fonds récoltés sera reversé aux associations de la CLÉ. Dans un instant, l'information avec Stella Ross. Tout de suite, les nouvelles du temps. On se retrouve quant à nous demain midi rouge. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.